Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Insersite. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Insersite c'est une agence de communication et un centre de formation, mais pas que. C'est aussi une association luttant contre la fracture numérique grâce à de nombreuses actions d'insertion professionnelle. Sans plus attendre, on débute l'émission. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Insersite. Je suis Hassan Bala, responsable web designer chez Insersite et je serai votre hôte. Aujourd'hui, on va parler d'accès à l'emploi, de formation et pour finir, d'écologie. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire un peu ce que vous faites ? Bonjour, moi je suis Aurore Pasquet, la conseillère en insertion professionnelle chez Insersite. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Je m'appelle Mohamedou Dem, je suis consultant, formateur et le fondateur d'une société qui s'appelle Dem Agency. C'est un cabinet de conseil et de formation. Bonjour à tous, moi c'est Soukaina Taleb, je suis assistante RH chez Insersite. Très bien. Écoutez, merci d'être là aujourd'hui pour répondre à certaines questions et éventuellement débattre. De nos jours, les offres d'emploi, ils sont accessibles via plusieurs plateformes. On a de l'intérim, on a de l'SS2I, des offres d'emploi qu'on va retrouver dans les journaux, dans les magazines, sur des sites internet, téléphone, par mail, bouche à oreille. Et pourtant, je trouve qu'en France, le chômage est toujours grand. Est-ce que c'est compliqué de trouver un emploi de nos jours ? Est-ce que pour vous trouvez qu'il y a des freins ? Est-ce que ça dépend des métiers ou des formations ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je vais raconter juste une petite histoire pour illustrer mes propos. Je pense que chacun d'entre nous est allé à l'école, soit loin ou pas loin. En tout cas, on a l'obligation en France d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. Ça, c'est obligatoire. Après 16 ans, on a le choix de ne pas y aller, de continuer, de faire ce qu'on veut, de travailler. Mais en tout cas, avant 16 ans, on est obligé. Moi, la difficulté que j'ai eue quand, on va dire, je suis arrivé, comme beaucoup de jeunes, dans le monde professionnel, c'est de trouver un stage. La difficulté était liée à quoi ? C'est déjà de ne pas connaître le marché de l'emploi et de ne pas connaître de personnes aussi qui peuvent nous aider à nous insérer professionnellement. Et donc pour rappeler un peu mon parcours rapidement, moi je suis originaire du Sénégal. Je suis arrivé ici, j'avais 11 ans. Mais dès l'âge de 11, on va dire jusqu'à 15-16 ans, je savais déjà ce que je voulais faire plus tard. Parce qu'en troisième, je savais déjà que je voulais devenir ingénieur, mais je ne savais pas comment. Et là, je pose la question de comment, c'est toujours la même chose. Quand on n'a personne autour de nous qui nous explique comment il faut faire, quel diplôme il faut prendre, quelle filière, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça veut dire que l'entourage nous aide ou pas. Ouais. Après, il y a l'école, qui peut nous, les conseillers d'orientation, qui nous explique comment faire. Moi, la conseillère d'orientation, je m'en souviens en troisième, parce que mon père voulait que je fasse en fait des métiers manuels. Il m'a dit, tiens, après la troisième, il faut que tu travailles. Je fasse un CAP dans l'automobile. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'il connaissait en fait. Et je me souviens quand je suis parti voir la conseillère d'orientation, elle m'a dit non, mais moi je pense que vous pouvez faire quelque chose de plus loin, c'est-à-dire seconde générale quoi. Générale, pas ta conseillère, elle t'a ouvert les yeux sur des possibilités que je ne savais pas. Donc ça veut dire que des fois, c'est l'entourage qui peut nous freiner, comme pour nous ouvrir aussi. Et du coup, je me souviens de l'échange que j'avais avec mon papa. Lui aussi était déboussolé parce qu'il me dit bon, moi je pensais que tu allais faire ce que je pensais, c'est-à-dire après la troisième, travailler, enfin pas travailler, faire un CAP dans l'automobile, m'ouvrir un garage. Lui, c'était ça qu'il voulait faire. C'est ça qu'il voulait pour moi plutôt. Et la conseillère commence à dire non, mais il a les facilités, il n'est pas mauvais à l'école, il peut peut-être aller plus loin. Du coup, mon père me dit bon, tu choisis. Et moi, j'ai choisi de continuer. Donc vous voyez là, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, dès le début, on peut avoir des freins. Comme on peut avoir aussi des opportunités, justement, d'insertion ou de perspective, quoi. Aussi bien pour le travail que pour le stage. Et donc là, je continue, après la troisième, donc je vais en seconde, première, terminale, et là encore, après le terminal, moi, je ne savais pas qu'est-ce qui était possible de faire. Tout ce que je savais, c'est que je voulais devenir ingénieur, après je commençais à être un peu plus précis, ingénieur dans l'automobile. Là, vous allez me demander, mais pourquoi ingénieur ? Je ne savais pas. À vrai dire, je me suis levé peut-être un matin, j'ai vu que j'aimais bien bidouiller avec mes mains comme tous les enfants, faire des voitures, mais je ne savais pas forcément que je voulais devenir ingénieur technique, quoi. Et là, pareil, c'est encore l'entourage, je m'en souviens, c'était un étudiant qui est dans ma classe qui me dit « Tiens, si tu veux devenir ingénieur, tu peux faire une classe préparatoire. » Une classe préparatoire pour faire les grandes écoles, en fait. Moi, je pensais que après le bac, tu fais un BTS, un DUT, où tu travailles. Moi, c'est la seule perspective que je connaissais. Moi, on m'avait jamais parlé d'autre chose, en fait. Donc, tout ça pour dire, je perds un peu le fil de la question, est-ce que c'est difficile ?
Oui, non. Dans certains secteurs, ça l'est. Dans certains secteurs, non. Typiquement, aujourd'hui, en France, c'est statistique, on a des secteurs qui cherchent mais qui ne trouvent pas. Donc, tous les métiers, par exemple, de bouche, manuel, hôtellerie, restauration, ils en cherchent tous les jours. Ouais. Ils n'arrivent pas, les gens n'en veulent pas. Enfin, il y a un déficit entre l'offre et la demande. Je peux continuer dans le bâtiment, c'est pareil, on cherche. Ils ne trouvent pas autant. Pourquoi ? Parce que peut-être ce sont des métiers qui sont moins valorisés, qui sont peut-être physiques, peut-être plus en horaire décalé. Donc il y a plein de raisons aussi, et le salaire aussi. Mais selon ce que tu m'as dit, est-ce que ça ne dépend pas du coup aussi de avoir le diplôme qu'il faut pour avoir l'emploi qu'on veut ? Parce que justement, tu nous as dit, ouais, pour faire tel métier, bah, il fallait trouver, il fallait connaître déjà, et du coup avoir le parcours qui va avec. Du coup, est-ce que c'est ce que tu essaies de nous dire aussi ? Non, ce que j'essaie de te dire, c'est pas forcément le diplôme en fait. Et il y a des personnes qui ont réussi à faire le métier qu'ils aiment, à être passionnés à faire, alors qu'ils n'ont pas du tout le diplôme. Il y a des gens qui sont cuisiniers, ils font ça depuis des années, et c'est dans le tas qu'ils ont appris à le faire, et ils sont renommés. Il faut vous donner Thierry Marx, il me semble, lui, il n'a pas fait de longues études. Il est très bon, aujourd'hui il est très connu, il est passionné par ça. Après, peut-être qu'il a fait des études dans tout ce qui était cuisine, je ne saurais pas dire. Bref, il y a beaucoup de gens. Ce que j'essaie juste de dire, c'est qu'en fait, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire plus tard, la première des choses, c'est qu'il faut se renseigner. Il faut chercher les infos, ça ne vient pas tout seul. Ouais. Moi, je me rappelle, j'ai l'impression d'être un ancêtre à l'époque, pour trouver des infos, on était obligé de partir au CIDJ. Ouais. Ça n'existe plus, tu dis ça à la CIDJ aujourd'hui, les gens ils savent pas ce que ça veut dire. CIDJ, ça veut dire ça, c'est le conseiller de documentation à la jeunesse, un truc comme ça. Moi j'avais le BIJ, le bureau d'information jeunesse. Voilà, c'est physique, il fallait y aller là-bas. C'est comme genre des bibliothèques, il faut aller dans un lieu, il faut aller poser des questions. Là aujourd'hui, c'est tellement facile, en allant sur Google, on peut aller déjà accéder à des offres d'emploi, à des offres de stage, à énormément de choses. Donc moi je pense que pour moi, déjà, il faut être curieux, il faut chercher, et après il faut demander à son entourage. D'accord. Moi, c'est au final, il faut mieux se connaître. Ouais. Pour mieux connaître du coup ce qu'on veut faire plus tard. Ouais. Parce que sinon c'est plus facile, c'est plus difficile de trouver un emploi si on ne sait pas à quoi on correspond. D'accord, vous en pensez quoi vous les filles ? Alors moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit au niveau des métiers un peu pénibles. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers qui recrutent mais qui ne trouvent pas d'employeurs, enfin de salariés, donc dû aux horaires difficiles, non compatibles avec la vie personnelle, les métiers où il y a beaucoup de surcharge de travail, les métiers physiques, et ce sont en général tous ces métiers-là qui sont mal payés, si on peut le dire. Du coup, ça ne motive pas du tout les salariés à travailler de cette façon-là pour avoir un salaire aussi bas. Donc c'est pour ça que les employeurs n'arrivent pas à recruter dans ces secteurs-là. Donc ce serait bien qu'ils revoient un peu plus la hausse du salaire pour certains métiers. Et il y a aussi également en ce moment, les employeurs se rendent compte qu'ils ont de la difficulté à trouver des salariés avec de la main-d'œuvre compétente. Donc il y a pas mal de candidats qui manquent de compétences. Et ça freine aussi les recrutements. Et il y a aussi le problème de l'incertitude sur la situation économique. Donc on peut le remarquer que depuis le Covid, il y a énormément de grosses entreprises, de grosses boîtes qui ont été obligées de mettre la clé sous la porte. Et du coup, de nos jours, il y a beaucoup d'entreprises qui se demandent comment elles vont vivre dans un mois, dans un an. Et à cause de ça, elles ont un peu plus de mal à recruter parce qu'elles ont plus de mal à voir les choses dans le temps, à long terme. Du coup, ça freine aussi le recrutement. Est-ce qu'on peut parler aussi de visibilité d'offres d'emploi ? Tout à l'heure, Dame, il parlait, il dit, ou comme tu dis aussi, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est seulement des personnes qui ne veulent pas faire certains métiers ou c'est aussi un manque de visibilité de certains postes ? Pour moi, il n'y a pas de manque de visibilité parce que de nos jours, il y a quand même beaucoup de sites internet ou de réseaux sociaux qui qui mettent en avant des offres d'emploi. Du coup, à mes yeux, pour moi, il n'y a pas vraiment de manque de visibilité. Ou alors, il y a des offres d'emploi qui sont peut-être pas visibles, mais qui marchent au bouche à oreille aussi. Donc, pour moi, ce n'est pas le plus gros problème, le manque de visibilité. D'accord, parce qu'il y a aussi ceux qui ne savent pas utiliser un ordinateur. Ah oui, ça c'est vrai.
Donc, oui. c'est aussi un frein que... Ça, c'est un frein. On ne s'en doute pas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde... Enfin, on se dit dans la tête, tout le monde sait utiliser un ordinateur, un téléphone. Et du coup, c'est plus facile de recevoir les offres d'emploi. Ça, c'est vrai. Donc, ça reste un frein. Oui. Il y a l'intérim, là, c'est physique. On va avoir une personne. Mais voilà, il y a certains freins que certains ont. Pour aller dans les boîtes d'intérim, il faut se déplacer. Tout le monde n'a pas la possibilité de se déplacer comme ils le veulent. Oui, c'est vrai. Donc il y a toutes sortes de freins auxquels on ne pense pas forcément. Après, je pense que quand on est justement au chômage, je pense que c'est important de dire je ne sais pas utiliser un ordinateur, est-ce qu'il n'y aurait pas un atelier pour m'apprendre? Et peut-être que France Travail pourrait animer un atelier sur comment utiliser Internet pour justement ne pas bloquer ces personnes-là à trouver un emploi, étant donné que toutes les offres sont sur Internet. Après, Soukaina, je ne sais pas toi ce que tu en penses. Je rejoins ce que vous avez dit tous les deux. Aussi, je vais parler pour ma part. En fait, moi, quand j'ai eu mon BTS. Et du coup, après, mon but, c'était de chercher une entreprise pour faire mon alternance, pour poursuivre mes études. Oui. Et du coup, j'ai remarqué que les jeunes ne sont pas assez sollicités pour faire l'alternance, pour justement continuer les études. Et des fois, il y a des jeunes, ils baissent les bras. Moi, j'en connais 2, 3, 4 qui ont arrêté les études pour directement travailler parce que c'est compliqué. Ça peut baisser le moral. Moi, ça m'est arrivé. Ça peut démotiver, ça peut... on se demande en fait, est-ce que c'est le manque d'expérience? Oui, si c'est pas le bon chemin, et du coup, en fait, ce qu'il faut autour de soi, c'est avoir un réseau, des gens qui peuvent nous guider comment faire. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un Insersite. Et du coup, ça m'a ouvert les yeux d'aller chercher justement les bonnes personnes pour avoir de l'aide, pour régler le problème. Et j'encourage les jeunes quand vraiment ils n'ont pas de pas baisser les bras et de surtout aller vers les gens parce que le monde est petit. Et comme ça, d'un jour ou l'autre, en fait, ils vont trouver quelque chose. C'est vrai. C'est ce que je peux dire. Moi, c'est très intéressant parce que ça me fait rebondir sur la question que j'avais préparée. Et très souvent, les personnes qui répondent aujourd'hui à une candidature, qui répondent à une offre, et qui répondent à tous les critères qu'ils vont avoir, ils vont aussi avoir des réponses négatives. Et du coup, en général, pour vous, quelles sont les qualités qui leur manquent? C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, Dem, je vais répondre à une de tes offres d'emploi. Avant d'y répondre, je vais voir que je corresponds à tout ce que tu recherches. Et je vais envoyer ma lettre de motivation, mon CV. Et pourtant, je ne serai pas pris. Alors je vais donner quelques éléments de réponse, c'est mon point de vue. Alors, je vais me baser sur une statistique, je ne sais pas si vous la connaissez, et c'est pas moi qui l'invente. C'est l'Observatoire des inégalités, c'est une institution publique qui a démontré que 85% en fait, des personnes qui ont des noms à consonance africaine ou arabe, ils ont moins de chances d'être pris en entretien de recrutement. 85%. Comment ils l'ont su? C'est qu'en fait, ils ont fait des tests avec des CV anonymes, c'est le même CV. Un, ils ont appelé ça Mamadou Diallo, l'autre, ils ont appelé ça Aurore Lacroix. Là, c'est un homme et une femme. J'aurais dû prendre un homme et une femme, une femme. Comme ça, c'est juste pour dire que juste avec le nom ou avec le lieu d'habitation, il y en a pour certains, ils ne sont même pas rappelés. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas dans la ligne de départ. Déjà, c'est faussé. Mais pour revenir à ta question, c'est-à-dire que si tu passes déjà la chance que ton CV est retenu et qu'on t'appelle, là, tu as déjà une victoire. Tu t'appelles Hassan Bala. Tu sors en plus des 85%. Donc ça veut dire que déjà, si le recruteur il t'a appelé, c'est qu'à un moment donné, il a vu quelque chose dans ton CV qui pouvait attirer son attention au-delà de ton nom et ton prénom. Ça veut dire qu'il s'est basé sur tes compétences, pas juste sur tes origines ou ta religion, a priori. Maintenant, une fois que tu es en entretien de recrutement, il y a d'autres qualités qu'on appelle en fait. Et c'est là que les gens ne se rendent pas forcément compte à compétences égales. Moi, je préfère prendre quelqu'un
qui a des compétences autres que dans le CV, qui ne sont pas que techniques. Qui sont plus humaines, voilà, plus personnelles. Humaines. Là, on parle souvent de compétences soft skills, les compétences douces. Je donne un exemple. Je lance un poste de web designer, d'accord ? Donc, techniquement, tu dois être bon en Photoshop, retouche, enfin, tu dois connaître la technique quoi, pour faire web designer. Si tu ne connais pas les outils, déjà... Il faut que tu sois apte à faire le... Voilà, exactement. Maintenant, Hassan, Soukaina, ils sont tous les deux, je les ai reçus en entretien, peut-être pas le même jour. En tout cas, je les ai reçus. Qu'est-ce qui va faire que je vais prendre peut-être plus Soukaina qu'Hassan ? Justement, peut-être Soukaina, je vais plus voir en fait des capacités d'esprit de travail, de relationnel, de communication motivation. Et de motivation aussi, super important. Alors que l'autre, il va peut-être se baser juste sur les compétences techniques. Non, je maîtrise, je suis très bon, j'ai déjà eu des expériences dans une autre boîte, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais ok, d'accord, c'est ce que je dis. La différence va se faire peut-être sur des compétences dites soft skills, quoi. Ouais. Donc pour revenir à ta question, pour moi déjà, si tu as passé la barrière, ton CV est passé, tu es retenu, c'est déjà bien. Ouais, d'accord. C'est déjà énorme, parce que c'est pas le cas de tout le monde, et c'est une statistique, quand je la répète. 85% des gens c'est qui ont des noms à consonance arabe-africaine, on les appelle même pas, on dit c'est pas la peine. C'est grave. Ouais. C'est la discrimination. La photo. Exactement. La photo. Et même pire, des fois juste l'adresse. Oui. On dit Saint-Denis, les Mureaux, Mantes-la-Jolie. Non, c'est pas la peine. C'est grave. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui. Et aussi, du coup, je vais rebondir avec Aurore. Parce que du coup, toi, tu aides les personnes, par exemple, chez Insersit qui sont en insertion, ou d'autres qui veulent trouver un emploi. Oui. Tu les aides à améliorer leur CV. Du coup, est-ce que la bataille, elle commence pas déjà ici ? Si, parce que c'est vrai que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas mettre en valeur leur CV. Donc, à l'oral, elles vont me dire ce qu'elles font, ce qu'elles ont fait, ce qu'elles savent faire, voilà. Et je me rends compte que c'est pas écrit sur le CV. Ou alors leur CV est rédigé un peu n'importe comment, bon, déjà avec beaucoup de fautes d'orthographe, ou alors pas la même police partout, ou pas de mission détaillée dans leur CV, juste le nom d'entreprise et c'est tout. Et du coup, quand c'est comme ça, je leur dis que c'est vraiment le plus important de mettre en valeur son CV, mettre en valeur ce que les personnes savent faire. Et justement, comme on parlait tout à l'heure, je fais aussi un petit topo sur les éléments discriminatoires du CV. Donc, forcément, ils ne peuvent pas changer leur nom, hein. Mais je leur conseille de pas mettre de photos. Ouais. Ou de ne pas écrire non plus leur adresse complète. De mettre juste la ville ou le code postal, ou alors juste écrire Île-de-France ou Yvelines ou Val d'Oise pour ne pas avoir de soucis là-dessus. L'âge, ne pas écrire que les personnes ont des enfants non plus. Tous ces détails-là, ne pas les noter sur leur CV. Et ensuite, je leur conseille aussi surtout un élément très important, si les personnes sont amenées à avoir un entretien, qu'elles soient vraiment bien présentées physiquement. Il ne faut pas aller à un entretien où il ne faut pas déposer son CV habillé en jogging. Ou en jean troué, ça m'est déjà arrivé. Voilà, jean troué, jogging, capuche sur la tête. Surtout bien s'exprimer à l'oral, bien parler. Si jamais les personnes ont un entretien, se renseigner aussi sur l'entreprise, montrer que les personnes se sont intéressées à l'entreprise. Comme ça montre aux recruteurs que les personnes n'ont pas envoyé leur CV à 20 entreprises différentes sans savoir vraiment où elles postulaient. Donc montrer que l'entreprise a une importance quand même pour eux, les valeurs de l'entreprise, tout ça. Donc tu donnes beaucoup de conseils justement pour que ils puissent être présentables. Voilà. Sur l'aide de motivation aussi. Est-ce que aujourd'hui vous trouvez que c'est important les lettres de motivation ? Ça l'est, mais
est moins qu'avant, j'ai l'impression. Ça dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs. Maintenant, j'ai l'impression que dans certains métiers, ils ne demandent plus la lettre, mais que le CV. Et dans d'autres métiers, ils demandent encore la lettre de motivation. D'accord. Du coup, oui, il faut toujours relire les lettres de motivation pour aussi. éviter de ne pas faire trop de fautes. Voilà, les fautes d'orthographe. Pour montrer le niveau français, tout ça. Oui. Okay, Et comment les personnes s'expriment, la tournure des phrases, leur motivation, dire quelques compétences, voilà. Mais à l'heure d'aujourd'hui aussi, on a tendance à voir que ce qui bloque, ça peut être aussi le manque d'expérience, le manque de compétences, et ça peut aussi être le manque de motivation que les recruteurs peuvent remarquer. Est-ce que si, pour reprendre le poste de web designer, est-ce que par exemple, si je postule à ce poste de web designer, ça va rejoindre ce que tu as dit tout à l'heure, est-ce que je dois mettre les expériences qui ne sont pas liées à ce métier pour toi? En fait... Si par exemple j'ai travaillé au McDo, est-ce que je dois mettre cette expérience-là? Et si j'ai, je sais pas moi, travaillé à nettoyer la ville, est-ce que je dois mettre cette expérience-là? Pour moi, oui, c'est important parce qu'en fait, travailler au McDo, ça veut dire que tu as quand même l'esprit d'équipe, tu as quand même pas mal de compétences qui sont importantes. Ou même travailler pour la ville, ça montre que tu t'intéresses à la ville, que tu es prêt à faire un travail quand même assez difficile aussi pour pouvoir vivre, que tu n'es pas un feignant, on va dire, et qu'il y a besoin de beaucoup de compétences de soft skills pour faire certains métiers, et que justement ces soft skills vont être importants au regard de l'employeur. Ça rejoint ce que disait Dem tout à l'heure, justement, les compétences transverses Oui. Des personnes. Ouais, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Moi, c'est ce que je dis aux personnes lorsque je les ai eues en entretien. C'est toute expérience est bonne à prendre, et justement ça nous permet de mieux connaître la personne et de savoir quel type de compétences elle peut avoir. Si elle peut avoir des compétences de management, ça peut aussi être très important au sein d'une équipe pour savoir si elle peut te retransmettre certaines informations ou autres. Alors, les sujets qui reviennent assez souvent dans l'emploi, c'est l'accès à celle-ci. On parle des démissions, des burn-out, et ceux qui fuient à l'étranger, parce que l'herbe elle est peut-être plus verte ailleurs. Pour vous, c'est quoi les sujets liés à l'emploi sur lesquels on devrait s'attarder, et pourquoi? Alors, est-ce que tu peux repréciser ta question? Impact dans tous les sens. On a plein de sujets qui sont autour de l'emploi. Ça va être l'accès à l'emploi, donc les hausses du chômage, les démissions, les burn-out, ce genre de choses, les personnes qui partent à l'étranger. Pour vous, c'est quoi le sujet sur lequel il faut s'attarder? Là encore, je vais partir de mon expérience personnelle. Il y a quelque chose que j'ai vu de différent entre les profils de personnes qui venaient en entretien de recrutement avant et aujourd'hui. Je m'explique. Moi, je suis arrivé dans le milieu professionnel dans les années 2000. Quand on est arrivé dans le milieu 2000, les attentes des personnes n'étaient pas les mêmes que les jeunes qui sortent aujourd'hui de l'école pour le même emploi, ou dans le même secteur. On va donner un exemple. Je suis jeune qui est né, on va dire, dans les années 80. Dans les années 2000, j'avais à peu près 20 ans. D'accord ? Donc je rentre dans le milieu professionnel, on va dire 2000, 2005. Le même jeune qui est ingénieur, qui sort d'aujourd'hui, il n'a pas du tout les mêmes prestations salariales, déjà d'une, parce que le niveau de vie, il a changé. De deux, il n'a pas du tout les mêmes attentes aussi vis-à-vis de son entreprise. Moi, je vois ce que les jeunes aujourd'hui demandent par rapport à nous. Ça n'a rien à voir. Nous, on était déjà contents d'avoir un travail. C'est-à-dire quand on nous disait, tiens, tu vas faire un poste pendant 10-15 ans, on disait, waouh, c'est super. Là, aux jeunes, aujourd'hui, tu leur dis, tu vas rester dans une boîte pendant 15 ans, tu les fais flipper. Oui, c'est vrai. Il n'y a personne qui veut rester pendant 10-15 ans dans la même boîte. Aujourd'hui, c'est plus l'aventure, alors qu'avant, c'était plus la sécurité. C'est la sécurité, c'est l'engagement, c'est le fait de faire carrière. Beaucoup de gens faisaient 10-15 ans dans la même boîte. Soit changer de fonction ou rester dans la même fonction. Aujourd'hui, les jeunes, ça ne les fait pas rêver du tout. Et quelque chose aussi que j'ai vu que les jeunes, ça ne les fait pas rêver du tout non plus. Déjà, l'aspiration salariale, ils en demandent beaucoup plus, clairement. Bon, pour vous donner une ordre d'indication, pour être tout transparent, moi je suis sorti de l'école, on va dire niveau bac plus 5, 1G, quand on avait des prétentions autour des... C'était des francs CFA, mais on va dire en euros aujourd'hui, ça va être autour des 30 000 annuels. Donc ça fait quoi, 1700, 1800, bac plus 5.
C'est un peu plus que le SMIC aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, les gens, ils veulent... Donc ça veut dire qu'en fait, tu sortais de l'école, tu demandais un peu plus qu'un SMIC et tu étais content. Moi, j'aurais été contente d'avoir ça en sortant de l'école. Alors qu'aujourd'hui, tu dis ça à un jeune qui sort de l'école, bac plus 5, tu dis on va donner un SMIC, il va dire mais attendez, vous rigolez ou quoi? Moi, je vais pas prendre pour un SMIC, c'est impossible. Il va te dire non, moi je veux 35, 40, 45, alors je viens de sortir de l'école. Donc déjà, les attentes ne sont pas les mêmes en termes de salaire. L'autre chose aussi que j'ai vu qui est changement, c'est les personnes maintenant cherchent en fait de l'engagement. C'est-à-dire qu'ils veulent aller dans des entreprises qui ont du sens. Oui, c'est vrai. Ils vont se dire oui, mais qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous nous apportez? Qu'est-ce que vous faites pour la société? Et je m'en souviens qu'il y a des gens, je ne vais pas faire de la pub pour eux, Total, vous connaissez, grande boîte Total. Leur politique de recrutement, prenez des gens, d'ailleurs quand on voit les dirigeants, ils sortent tous de la même école. En fait, c'est polytechniciens, le PDG actuel, il sort de Polytechnique. Il paraîtrait même, je l'ai vu, que je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un de son équipe qui est parti à l'école Polytechnique, donc le grand cadre, les jeunes disaient non, vous ne pouvez plus travailler chez Total. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent qu'en fait, ils ne sont plus en adéquation avec leurs valeurs. Polluer la planète, grosse entreprise. Donc là, le rapport de force, il a changé. C'est vrai. Donc ça veut dire que les gens, ils cherchent du sens. Ils cherchent, est-ce que la boîte, au-delà de l'argent, est-ce ils font quelque chose qui les aime, qui les passionne, que c'est en cohérence avec aussi leurs valeurs propres, tu vois. Ah, c'est plus qu'une mécanique du cerveau. C'est plus qu'une mécanique, j'ai un travail, je fais carrière pendant 10-15 ans, quoi. Donc tu vois, je vois que ça a changé. Donc pour revenir à la question que tu posais, qu'est-ce qui est important? Moi, je pense que c'est un ensemble. Moi, quand j'ai recruté pendant des années, j'ai essayé de proposer quelque chose où l'entreprise s'y retrouve, mais que la personne aussi s'y retrouve. Si juste l'entreprise te dit « Ok, je t'embauche parce que nous sommes les meilleurs, tu vas faire carrière chez nous », je ne suis pas sûr que ça fait vibrer celui qui va prendre le candidat, je ne pense pas. Par contre, quand on veut lui dire « Tu vas t'intégrer dans une entreprise qui a une dimension humaine, qui est présente à l'international, tu as la possibilité d'évoluer, et maintenant quelque chose qui est nouveau, télétravail. » Moi, je me souviens maintenant, la première question que les gens me posent, est-ce qu'on peut faire du télétravail dans votre boîte? C'est vrai. Si tu dis non, au revoir, monsieur. Les gens, ils s'en vont. Parce que le rapport de force, il a changé. Les personnes ne sont plus disposées à faire 24-24 ou 9h-7 heures et pas avoir de vie de famille, en fait. Ils disent non, moi, je veux avoir un compromis entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Donc, avoir peut-être 2 jours de télétravail et pour le même salaire. S'il vous plaît. Surtout quand ils travaillent loin de leur domicile. Ça, je trouve que c'est encore plus demandé. Oui. Comme ça, ils n'ont pas besoin de prendre les transports 2 jours par semaine. Et ça, c'est quand même royal pour les personnes qui travaillent loin. C'est quand même un confort de vie à prendre en compte. Aujourd'hui, juste ce matin, j'entendais à la radio, pour ceux qui écoutent toujours la radio, certaines personnes qui parlaient de la semaine de 4 jours. Oui, c'est vrai. Pour moi c'est le sujet, j'ai l'impression. On en parlait juste avant le Covid, je crois. Après, il y a eu le Covid, on a parlé de télétravail. Et là, on re-entend parler de la semaine de 4 jours. Oui. Vous en pensez quoi de la semaine de 4 jours? Vous êtes il y a 4 jours ou 4 jours? Parce que c'est pas pareil. Ah, moi, j'ai fait la semaine de 4 jours. Moi, j'ai compris 4 jours par semaine. Je veux dire pourquoi c'est pas pareil. Parce D'accord. Que je crois que c'est le Premier ministre qui en a parlé il n'y a même pas 15 jours, 3 semaines. Il a dit la semaine en 4 jours. C'est pas 2-4 jours. La différence, c'est quoi? C'est qu'en 4 jours, c'est-à-dire que tu fais le même travail, mais en peu de temps. Ouais. Ou après, c'est Ça, c'est plus difficile. 4 jours, 35 heures en 4 jours. Oui, voilà, ça tu veut fais dire des plus grosses journées. Et un jour, oui, moi, ça, c'est ce que j'avais compris aussi. Ouais. C'est ce que je faisais avant dans mon ancien travail. Ouais. J'avais mes dimanches, lundi, jeudi off. Et, parce que j'étais esthéticienne avant. Et je travaillais mardi, mercredi, vendredi, samedi. Mais du coup, je travaillais de 9h30 à 19h avec 45 minutes de pause. Je faisais des grosses journées, mais j'avais 3 jours off où je pouvais... du coup, je finissais pas tard pour voir mes enfants. J'avais 3 soirées avec mes enfants au lieu de 2. Et ça, c'était quand même appréciable. Et une fois qu'on est au travail, on est au travail, de toute façon. Qu'on y soit pour 1 heure de plus, finalement, ou 1h30 de plus, on va dire que ça se voit moins que de travailler une 5e journée complète. La nuance en et 2, parce que le en, effectivement, tu peux faire des volumes horaires plus longs, mais tu as une charge de travail peut-être plus conséquente. Mais si tu fais peut-être moins que 35 heures et tu es plus productif. Oui, après, je suppose qu'on garde la charge horaire, enfin le prix horaire. Oui.
Pour moi, c'est normal de faire 35 heures en une semaine. Oui. Après, que ce soit en 4 jours, en 5 jours, en 6 jours. Après, c'est pas adapté à tous, hein. Ça dépend en fait je sais qu'ils ont testé ça dans l'administration, dans certaines villes, en l'occurrence à Beauvais ou autres. Et je pense qu'il y a des gens qui l'ont testé, mais qui disent en fait finalement ils s'y retrouvent pas forcément de faire ça en 4 jours. Oui. Parce qu'ils ont des volumes horaires trop longs, ils ont peut-être pas aussi le temps d'aller chercher leurs enfants, d'en occuper. Donc j'ai pas ce qu'on dire, c'est au cas par cas, ça dépend aussi de la politique, ça dépend de certains secteurs. Oui. Donc c'est assez compliqué, on peut pas définir une généralité en fait pour toutes les boîtes, hein, ce que je pense quoi. Oui, c'est vrai. Et pour du coup terminer un peu sur l'accès à l'emploi, quels seraient du coup vos conseils pour ces personnes qui rechercheraient un emploi aujourd'hui ? Pour moi, c'est tous les conseils que j'ai donnés tout à l'heure sur comment se présenter et surtout ne pas baisser les bras en cas de réponse négative et de plutôt voir ça d'un œil formateur. Parce que tout entretien est comme une expérience ou on va dire comme un entraînement entre guillemets et du coup au contraire ça permet aux personnes de s'entraîner à s'exprimer et du coup ne pas baisser les bras et justement de continuer et justement plus les personnes font d'entretien et en général plus elles s'améliorent pour se présenter, parler de l'entreprise, ces choses-là, donc... Et mieux à se connaître, j'ai envie de dire. Voilà, mieux se connaître. C'est plus facile, du coup. Mieux se connaître et mieux savoir ce qu'elles veulent et ce qu'elles veulent pas, parce que des fois, en sortant d'un entretien, on peut se dire « Ah non, mais finalement, cette entreprise, elle collait pas du tout à ma personnalité, donc en fait, je vais plus du tout viser ça. Voilà. Donc... Donne un petit conseil. Un petit, peut-être plusieurs même. Mais je vais juste revenir à ce que je viens de dire, Aurore, sur le fait de ne pas baisser les bras. Et c'est surtout aussi de se préparer en amont. Parce que les gens négligent en fait. En entretien, c'est juste en fait une rencontre de deux personnes. C'est une entreprise qui recrute et un salarié qui offre. Il offre un service. C'est-à-dire c'est un rapport de force dans le sens où c'est gagnant-gagnant. Si l'entreprise cherche et qu'il n'y a personne qui vient, ça ne va pas. S'il y a des gens qui cherchent, qui ne trouvent pas, ça ne va pas non plus. Donc c'est juste une rencontre. C'est comme quand on est dans la rue, on veut trouver une copine, un copain, à un moment donné, on va vers des gens qui nous attirent. Mais qui nous attirent comment ? C'est quoi ? C'est le physique ? C'est comment ils sont ? Donc à un moment donné, pour revenir à ce qu'elle disait tout à l'heure, qui est super important, il faut savoir ce qu'on veut. Si déjà on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut, c'est très difficile de trouver les entreprises. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on veut ? C'est quoi ? C'est quel travail tu veux faire ? Qu'est-ce que tu ne veux pas faire ? À quoi tu n'es pas prête à y aller ? Il y a des personnes qui vont dire « Ok, moi, ça ne m'intéresse pas de faire 2 heures de trajet par jour pour aller dans une entreprise, même si elle est super. Même si elle gagne bien. Dis non, je ne veux pas. Parce que 2 heures par jour, je ne peux pas. Je ne peux pas aller chercher ma fille, je ne peux pas ci, je ne peux pas ça. » Donc, il faut savoir à un moment donné ce qu'on veut. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, effectivement, moi, je pense qu'il est important, c'est d'aller chercher. Et malheureusement, moi, je l'ai vu en faisant des entretiens. Des fois, des personnes, ils en ont fait tellement des entretiens, c'est quand ils arrivent, quand on leur dit « Mais monsieur, pourquoi vous êtes là ?» Ils ne savent pas très bien. Il faut vraiment préparer en amont le discours. Alors qu'ils ont perdu le contrôle. Ils ont perdu le contrôle, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, donc ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Et encore pire, ils ne savent même pas que la boîte, qu'est-ce qu'elle fait. C'est-à-dire que tu es reçu en entretien de recrutement, tu ne sais pas dans quel secteur d'activité, quels sont les clients, le minimum syndical en fait, qu'on peut trouver dans un site internet. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de trouver les infos. En tapant juste le nom de l'entreprise qui va te recruter, on trouve des infos. Et je vous donne une statistique, et parce que je suis assez friand des statistiques, il y a 85% des recruteurs, avant de vous prendre en entretien, ils vont sur Google. Ils tapent votre nom et votre prénom pour savoir est-ce que vous êtes quelqu'un de bien. Donc si vous êtes... Surtout avec les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, effectivement, vous êtes à la plage en train de boire de l'alcool, ou un truc comme ça, le recruteur, je suis pas sûr qu'il a envie de vous prendre. Même s'il avait un avis favorable, quand il va voir ça, il va se dire bon... Mais je pense que lui-même, il va à la plage et il boit un cocktail à la plage. Ouais, mais tout dépend la config. Bien évidemment, c'est vrai. On va pas non plus après, prendre quelqu'un, mais... C'est personnel quand même. Malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, le perso et le pro, c'est assez lié quand même. Du coup, il faut qu'on fasse attention à notre image sur Internet. Il faut faire attention sur ce qu'on publie. Et ça, malheureusement, les gens ne font pas attention à ce qu'ils publient. Ils pensent que c'est privé. Il n'y a rien qui est privé aujourd'hui. Je vais raconter une petite histoire encore pour montrer jusqu'où ça va. C'est pour moi la crise de 2020, là. Il y a une entreprise dont je tairai le nom. C'est un salarié, une femme ou un homme, je ne me rappelle plus trop. Il s'est amusé à faire du blackface, en fait. Il s'est migré en black et puis il faisait, dans une soirée privée, ils imitaient les Noirs, en fait.
J'ai passé tout le monde l'a vu sur les réseaux. C'est tellement allé loin que la boîte, elle est obligée de demander des excuses, en fait. Et pourtant, l'autre, il va dire, oui, mais moi, j'étais chez moi, j'étais avec mes amis, je viens de faire des blagues, j'ai le droit. Non. Ouais. Faut pas tout faire, en fait. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est considéré privé peut se retourner contre nous. Donc, il faut faire attention à ce qu'on publie. Moi, ça m'est arrivé X fois, comme plein de recruteurs, avant de recevoir Hassan Bala, je vais sur Google, je tape Hassan Bala pour voir qui c'est Hassan. D'accord. Et toi, Soukaina, est-ce que tu vas sur les Facebook, tout ça, des candidats avant de les recruter? Moi, je suis RH, donc oui, je le fais. C'est vrai. Mais je Tu attendais pas. rarement des choses. Sur LinkedIn, rien non plus. LinkedIn, c'est plus pro, donc ça va. Ça va. Ça va. Mais tu vas sur Facebook. Ouais, mais je trouve rarement. Donc ça va. Oui, parce que les gens bloquent. Oui, et parfois ils mettent pas leur nom, leur vrai nom, ils mettent des pseudos, donc ça va. Ah, je devrais mettre un pseudo pour moi. Donc le conseil, c'est faites attention à ce que vous publiez. Le deuxième conseil, c'est préparer votre entretien de recrutement. Donc le CV, effectivement, mais c'est surtout aussi se renseigner sur l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait, quel secteur d'activité. Parce que quand vous en savez plus, vous allez déjà montrer que vous en savez. Et qu'on s'est intéressé. Exactement, on s'est intéressé. Et le troisième conseil que j'ai envie de donner, c'est entourez-vous. Elle l'a dit tout à l'heure, Soukaina, c'est qu'à un moment donné, il faut demander des conseils aux gens. C'est pas faire un CV, une lettre de motivation, il faut demander à des gens. Il faut aller dans l'émission locale, il faut aller chez Insersit, il faut aller dans plein d'endroits qui existent, qui permettent justement de donner des conseils à des gens, quoi, que ce soit des jeunes ou même moins jeunes. Et si vous avez ça, normalement, vous avez des chances, au moins qu'on vous appelle. Oui, c'est le premier pas. Après, il faut faire la différence. Exactement. Donc, si on ne vous appelle pas, vous n'êtes pas sur la ligne de départ, c'est clair, vous n'allez pas avoir le job. Soukaina, un conseil à donner aux jeunes ou aux vieux, c'est à peu près la même chose de ce que Aurore et Dem ont dit. Pour un entretien, se préparer à l'avance, surtout montrer qu'on est intéressé d'intégrer l'entreprise, se vendre aussi, montrer ce qu'on peut apporter à l'entreprise, soigner son CV si besoin, pas un CV trop long, Oui. parce que généralement quand c'est trop long, c'est un peu... On n'a pas envie de lire. Ouais, c'est trop. Et soigner son image sur les réseaux. Et voilà. Et oui, soigner son image aussi quand on se présente. Oui, parce quand on qu'il se y a des présente. personnes, des personnes qui... Voilà. Ils partent en entretien en freestyle, quoi. Voilà, c'est ça. C'est déjà arrivé. Ça donne pas envie à l'entreprise de recruter ces personnes. J'aimerais maintenant parler de formation. Qu'est-ce que vous pensez de la formation aujourd'hui? Je parle des formations accessibles après le bac, pas avant, en école privée ou publique, ceux qu'on fait en alternance, en initiale ou en continu pour les adultes. Est-ce que pour vous, il y a des vrais débouchés après ces formations? Est-ce que vous trouvez que c'est formateur? Moi, oui, je pense quand même que toute formation est bonne à prendre, que de toute façon, on n'a pas le choix de se former si on veut apprendre un métier ou alors justement faire une reconversion professionnelle. Et oui, c'est quand même formateur. Après, c'est vrai que pour moi, l'alternance, c'est ce qu'il y a de plus formateur. C'est ce que j'ai fait quand j'étais jeune pour être vendeuse et aussi pour être esthéticienne. Et ça m'a permis vraiment de pratiquer et d'être vraiment sur le terrain, voir à quoi le métier ressemble vraiment, au lieu d'avoir une mauvaise surprise après 2 ans d'études ou 4 ans d'études même. Donc pour moi, l'alternance, c'est ce qu'il y a de mieux. On est vraiment dans le vif du sujet et on voit déjà ce qu'est le monde du travail, ne plus avoir de vacances tous les 2 mois, comme les vacances scolaires, toucher aussi ses premiers salaires, avoir vraiment l'impression de vivre comme un adulte. Donc pour moi, l'alternance, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Mais les formations, maintenant on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'organismes de formation qui proposent des formations. Et moi, je trouve ça quand même bien, parce que du coup, de nos jours, il y a de plus en plus de personnes qui veulent se reconvertir. Et heureusement qu'il y a des organismes de formation, plutôt que de retourner dans une école classique, parce que ça offre beaucoup d'opportunités d'apprendre et de pouvoir se former, trouver un emploi derrière. Moi, si je peux rajouter quelque chose, je vais parler de l'alternance vu que je suis en contrat d'alternance. L'alternance, c'est ce qu'il y a de mieux. On a le pied en entreprise sur le terrain.
on apprend plus vite. Et on a l'école à côté, les cours, ce qui va nous permettre d'obtenir le diplôme, d'être conseillé aussi, que les formateurs nous conseillent sur un tel sujet, etc. Et en entreprise, c'est vraiment de la pratique, on voit tout. Et c'est quelque chose de bénéfique pour telle personne qui souhaite le faire. Moi, je pense que, comme Aurore l'a dit, je pense que c'est une très bonne chose de pouvoir en fait se former tout le temps. Et surtout, il y a une offre qui est diverse. Mais quand on voit en fait le marché de l'emploi en France, aujourd'hui, le taux de chômage il est relativement bas par rapport à ce qu'il existait il y a de ça quelques temps en arrière. Je crois que c'est 7-8%. 7,5. Oui. C'est moins de 8. L'objectif, à fin de mandat, Macron l'a annoncé, c'est d'arriver sous le plan d'emploi. Le plan d'emploi, on dit c'est 5%. On n'est pas loin, on n'y est pas encore. Dans les années 90, il ne faut pas l'oublier, le taux de chômage était à plus de 10%, jusqu'à les années 2000. Et 10%, c'était énorme, ça faisait, je ne sais pas, quelque chose comme 2 millions, mais 3 si on considère toutes les catégories qui étaient sans emploi. 7,5%, c'est pas à peu près le même chiffre, parce qu'on est plus en France maintenant. Bah, on est plus, mais non, en ratio, ouais, peut-être en nombre, non, même pas. Dans les deux cas, il y a moins de chômeurs en fait par rapport à ce qui existait avant. Tu regardes en ratio ou tu regardes en nombre. C'est-à-dire tu passes de 10, effectivement, la population elle a changé. Ce que je veux dire, c'est que les 10% d'antan, c'est peut-être les 7% d'aujourd'hui. Non. Non. Il faudrait faire des calculs pour ça. Tu regardes, mais non, c'est sûr. C'est sûr. Pourquoi ? Parce que sinon, on ne serait pas en train de dire qu'il faut trouver de l'emploi à tout le monde, il faut arriver à un plan d'emploi. Sinon, on dirait ok, c'est super, de toute façon, tout va bien. La preuve, c'est qu'on est en train de remettre les gens au travail. Enfin, on essaye par tous les moyens. Mais quelque chose que je vois, c'est qu'au niveau de la jeunesse, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui ont 18-25 ans, ils ont beaucoup plus de difficultés à trouver un emploi, donc à s'insérer. Donc le chômage des jeunes, il est beaucoup plus élevé chez les jeunes et les vieux. C'est-à-dire que dès qu'on a plus de 55 ans en France, on nous met dans une voie de garage, on nous dit bon, t'es plus bon à rien. La retraite, c'est plus trop loin. T'es trop fatigué. Et ça fait 10 ans, on nous met en pré-retraite, des choses comme ça. Et c'est c'est plus bas que dans les moyennes européennes en fait. Je crois que c'était autour des 50, moins de 55% des vieux qui ont plus de 55 ans qui sont en emploi en fait. Alors qu'en Allemagne, je crois que c'est plus que ça. Et en Angleterre, c'est encore plus. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des grosses actions à faire au niveau des jeunes et des vieux. Pour ce qui est des vieux, moi, ce que je vois, à mon niveau, les difficultés qu'ils ont, c'est trouver le premier stage qui va les aider, en fait, à soit valider leur diplôme. Voilà, c'est compliqué, alternance ou pas. En tout cas, il faut qu'ils fassent un stage, mais là, c'est difficile parce qu'ils n'ont peut-être pas les codes, parce qu'ils n'ont pas le réseau, parce qu'aussi certains ne sont pas motivés, il ne faut pas l'oublier. Ça. Ils ne mouillent pas la chemise, ils essayent une fois, ils arrêtent, c'est compliqué, j'y arrive pas, on m'aime pas, c'est trop dur. Non, c'est pas ça la vie, il faut essayer quoi. Et il faut toujours faire, et c'est comme ça qu'on y arrive. Et donc du coup, par rapport aux différentes offres qui existent, moi je pense que c'est assez divers, contrairement il y a de ça 20-30 ans en arrière. Moi je m'en souviens, quand j'étais étudiant, on connaissait que les formations, en fait, je veux dire normales dans le sens où tu faisais un bac, après tu faisais un BTS, tu faisais un DUT, et tu travaillais. C'est assez linéaire, en fait. Le parcours classique. Linéaire. Là, aujourd'hui, même si on n'a pas de diplôme, on peut même faire des VAE, des validations d'acquis des compétences. On peut même, par rapport à des expériences professionnelles, pas de diplôme, faire des RNCP, donc valider ça, donc des répertoires de compétences métiers, en fait. Et c'est validé par un diplôme après. Donc, il y a plein de possibilités pour valider ses compétences et peut-être pour saisir une opportunité de travail. Ceux qui font la reconversion aussi, peu importe s'ils ont Exactement. suivi le chemin linéaire. Moi, c'est ça que je trouve vachement intéressant, c'est que c'est pas linéaire en fait. On peut trouver, j'ai presque envie de dire, plein de parcours et plein de possibilités si on s'en donne les moyens. C'est ça. Parce que ça vient pas tout seul. Ah oui, si on cherche pas, on ne trouve pas. Ça, c'est certain. En plus, c'est marrant d'ailleurs que juste avant, tu parles entre guillemets, des vieux. Parce que dans ma liste de questions que j'avais préparée, je me disais, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour se former ? Non. Non, pour moi non plus. Non. Et justement, je me dis, c'est pas parce qu'on a 45 ans qu'on n'a plus le droit de se former ou de changer de métier. Ou pour une reconversion professionnelle. Voilà, non, pour moi, il n'y a pas de limite d'âge. Et au contraire, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui s'engagent dans des métiers... moi, j'étais esthéticienne avant, ou infirmière, ou voilà. Moi, je me suis dit,
Est-ce que je me vois à 50 ans encore faire des massages, encore être debout toute la journée Je me suis dit, non, en fait, je ne me vois pas faire ça. Et j'avais envie de changer à ce moment-là, mais je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce genre de métier qui, plus tard, vont se rendre compte que leur corps ne suit plus. Et du coup, non, elles peuvent... au contraire, ne pas hésiter à se former, faire une reconversion au lieu de s'user la santé pour un travail. Là, je suis d'accord avec ça. Et d'ailleurs, quand je vais en faire une autre statistique, parce que j'aime bien les stats, j'ai vu un sondage là, qui est paru sur LinkedIn où il disait que 25% des compétences qui étaient demandées en 2015, 2015 il y a 10 ans, ça n'est pas vieux, sont déjà obsolètes. C'est fou quand même. Ce que tu as appris il y a même pendant 10 ans, ça ne sert plus à rien, c'est obsolète. Et il paraîtrait même que d'ici 2030, 65% de ce que tu as appris, c'est fini. Donc ça veut dire qu'en permanence, on est obligé de se remettre à niveau. Et pour illustrer ça, on parle de numérique. Il y a de ça 10-15 ans en arrière, si on c'était pas aussi qu'aujourd'hui. Il fallait aller au bige. Là aujourd'hui, on parle de numérique. Tu posais la question tout à l'heure, est-ce qu'on a tous un ordinateur ? Non, tout le monde n'a pas un ordinateur à la maison, tout le monde ne sait pas se servir d'Internet. Mais malheureusement, tout tend vers le numérique. Ne serait-ce que même pour prendre un ticket de métro, il faut être tout seul devant un ordinateur. On parle à personne. Donc déjà, si on ne sait pas lire et écrire, c'est compliqué quand même. Du coup, toujours sur l'accès à la formation, on peut même voir que c'est pareil parfois pour l'accès à l'emploi. Très souvent, lorsqu'on va vouloir embaucher quelqu'un pour faire de l'alternance, par exemple, ce qu'on va lui demander, c'est d'avoir les qualités, éventuellement les compétences. Je trouve que c'est un gros frein aujourd'hui, puisque justement, lorsqu'on prend quelqu'un pour de l'alternance, le but c'est de lui donner de l'expérience, mais très souvent, ça va être difficile pour ce genre de personnes. Pour vous, c'est quand du coup que ce genre de personnes vont prendre de l'expérience si c'est pas en alternance? Et qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Moi, je trouve que c'est vraiment injuste de voir des offres d'emploi avec écrit dessus minimum 2 ans d'expérience. Ça m'est arrivé il y a 4 mois quand je cherchais un emploi après ma formation. Je me suis dit, mais du coup, si tout le monde fait ça, en fait, on n'aura jamais notre expérience. Et quand j'ai vu des offres d'emploi qui disaient débutants acceptés, je me suis dit, heureusement qu'il y a quelques entreprises qui acceptent, parce que sinon, tout le monde sera au chômage, en fait. Et du coup, je trouve ça un peu bête, parce que si on ne laisse pas la chance aux personnes débutantes, ces personnes-là ne peuvent pas apprendre, ne peuvent pas avoir d'expérience. Et d'où aussi un taux de chômage élevé quand on voit ce genre d'offres d'emploi, en fait. Donc moi, je trouve que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et surtout pour une alternance, parce que les recruteurs se doutent bien que s'ils sont en alternance, c'est qu'ils ne connaissent pas le métier, c'est qu'ils veulent l'apprendre. Donc ils ne peuvent pas inventer les expériences en étant chez elles à trouver un employeur. Donc je trouve que c'est du grand n'importe quoi de voir ça de nos jours. Vous voulez ajouter quelque chose? Pour moi, elle a tout dit. Oui, elle a tout dit, c'est clair. Je vais passer du coup sur le volet écologie. Alors, il y a Soukaina qui a travaillé chez Insersit sur tout ce qui était RSE. Dem, tu es aussi membre d'une association qui travaille sur l'écologie. Donc, je pense que vous serez à même d'en parler. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi le RSE? Alors c'est un grand mot, aujourd'hui tout le monde en parle, ça devient un peu, le truc à la mode. Ouais. Donc, RSE, ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises. Donc, c'est ça le terme exact. Donc, R comme responsabilité sociétale des entreprises. Il y a de ça 20 ans en arrière, on ne parlait pas des RSE. Il n'y a même pas 10-15 ans, il y a que maintenant, toutes les entreprises ont compris ce que je disais tout à l'heure, quand les gens cherchent un travail, ils ne cherchent pas forcément un salaire uniquement, ils cherchent un ensemble. Est-ce que cette entreprise est cohérente par rapport aux valeurs qu'ils défendent? C'est une prise de conscience des entreprises. C'est une prise de conscience des entreprises, et surtout aussi, ils n'ont pas le choix, en fait, c'est le marché. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des règlements climatiques. Ça, avant, les gens qui ne croyaient pas, mais je pense que maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils nous voient? C'est qu'on voit, quand on est en été, il fait plus chaud, il y a des inondations partout. On va au ski, il n'y a plus de neige. Il n'y a plus de neige.
que c'est pas juste en France, c'est partout dans le monde. Il y a un réchauffement global. Il y a de ça 20 ans, t'as rien en arrière, on disait attention, dans pas 20 ans, ça va être compliqué. Ils ont sorti les rapports, ils ont dit les trucs qu'on disait il y a 20 ans, c'est marrant, c'est maintenant, c'est vrai. À l'époque, peut-être il n'y avait pas une prise de conscience qui était globale. C'était pas flagrant. C'était pas flagrant, sauf qu'aujourd'hui, les gens commencent à comprendre. Donc les personnes aussi sont prêtes à changer leurs habitudes, mais aussi à aller dans des entreprises qui sont cohérentes, c'est-à-dire qui défendent l'écologie, qui défendent l'environnement. Je parlais tout à l'heure l'exemple de Total. Les mêmes qui avant c'était le Graal pour eux d'aller dans des entreprises comme Total, les mêmes, 20 ans t'arrière rien, quand je dis les mêmes, c'est-à-dire les mêmes profils, qui sortent des mêmes écoles, ils disent non, moi je veux pas travailler pour des entreprises qui polluent la planète, qui font des choses qui sont pas en lien avec leur aspiration personnelle. Donc la responsabilité sociétale des entreprises, c'est une manière d'être déjà conforme à la société actuelle, mais au-delà de ça, mais c'est surtout aussi un engagement citoyen. Voilà. Donc après, on parle d'écologie, on parle plein de choses. Des fois, quand j'entends écologie, est-ce que je suis moi-même écolo ? Je ne considère pas vraiment écolo. Parce on l'est tous à son niveau, non ? À un certain niveau, tu vois. Parce qu'on pense qu'écolo, c'est juste rouler en voiture électrique et manger bio. Alors, moi, je ne mange pas de bio, je roule pas en électrique. Je ne sais pas si je suis écolo. Recycler les déchets. Voilà, c'est ça, mais c'est pas que ça. Pour moi, être écolo, c'est être conscient en fait, de l'environnement qui nous entoure. C'est respecter en fait, tous les êtres vivants. Voilà. Il y a les choses qui sont autour de nous, on fait tout en ensemble. Pour moi, c'est ça, en fait. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question respectabilité sociétale des entreprises. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu comme un label qui permet de dire, tiens, nous, notre entreprise, elle est bien, elle est retournée vers les gens, vers l'écologie, vers l'environnement, donc venez. Après, ce n'est pas juste des paroles. Après, il faut que ça se traduise par des actes. Parce que si vous dites aux gens, on ne pollue pas la planète, et que dans votre entreprise, vous faites que ça, je pense que les salariés, à un moment donné, vont avoir avoir un doute, quoi. Ouais. Et moi, je voulais dire, je pense que les personnes, les jeunes, aujourd'hui, recherchent des sociétés comme ça parce que j'ai l'impression que, de toute façon, c'est de plus en plus à la mode de parler de l'environnement, tout ça. Et j'ai l'exemple de mon fils qui a 7 ans. Il est au CE1. Et depuis qu'il est en maternelle, tous les ans, il fait une sortie, si on peut appeler ça une sortie, où sa classe va ramasser les déchets dans la ville. Et du coup, on se rend compte que depuis qu'il est en maternelle, ils font beaucoup de projets sur l'environnement, le respect de la planète, toutes ces choses-là. Et du coup, je pense que vu qu'ils sont de plus en plus mis dans le bain plus jeunes, là, quand ils sortent d'école, ils cherchent des entreprises avec des valeurs comme ça. Et nous, quand on se promène dans la rue, mon fils, il regarde s'il y a des déchets et à chaque fois, il dit « Ah là là, mais les gens, ils jettent des papiers par terre, c'est pas bien. » Il irait jusqu'à les ramasser pour les mettre à la poubelle. Du coup, il le sensibilise très jeune pour que de plus en plus jeune. Ça soit mieux ancré. Et depuis sa première année de maternelle, il est parti ramasser les déchets dans la ville. Et qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que je trouve que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui un peu crado, déchets partout. Qui jettent. Et moi, ça me choque. Moi, je suis la première à chercher une poubelle et si je la trouve pas, je vais mettre mon déchet dans ma poche en attendant de rentrer chez moi si j'ai pas trouvé de poubelle. Je suis la première je fais partie de ceux qui ne jettent pas leurs déchets par terre et ça me choque de voir ça. Je me dis non mais les gens, une feuille ou un plastique de bonbons ou autre chose. Ils pourraient quand même les garder dans leur poche plutôt que de les jeter par terre. Et du coup, je trouve ça quand même bien qu'ils fassent ça dès le plus jeune âge, parce que les enfants, ils sont un peu foufous, à courir partout, tout ça. Et si on leur inculque pas ça, eux, dans leur tête, ils vont pas se dire que c'est pas bien de jeter un papier, et ils vont le faire en étant inconscients de l'impact. Et du coup, je trouve ça bien de leur inculquer ça dès 3-4 ans, comme ça au moins ils savent ce qu'il faut respecter et non, du coup je trouve ça quand même bien. Ça va devenir une habitude après. Oui. Plus le petit prend de l'âge tout ça, ça va être je sais pas, ça va être dans ses valeurs en fait. C'est ça. Et oui, pour lui c'est une logique du coup. Vu qu'il a appris ça jeune, du coup pour lui c'est logique et on jette pas de papier par terre et du coup non c'est
C'est bien, et je pense que c'est pour ça que les jeunes sont de plus en plus comme ça, parce que maintenant, à l'école, il y a de plus en plus de projets sur l'environnement et le respect de la planète. Et du coup, je pense que les jeunes en ont de plus en plus conscience, et ils ont de plus en plus de valeurs environnementales. Environnementale, écologique. Voilà, c'est ça. Respect de la biodiversité, c'est vraiment quelque chose de global. Et je suis très content d'apprendre en fait que dès la plus tendre enfance, on fait ça. Parce que si on veut changer en fait les habitudes de quelqu'un, c'est pas quand il est vieux. Hein. Oui. Ah bah oui, c'est trop tard. Quand tu as 40 ans, 50 ans, si on te dit qu'il faut changer, c'est impossible, parce que l'être humain, il met des années à avoir des habitudes, et il a des difficultés à le changer. Hein. Mais ceux qui se battent aujourd'hui, c'est même plus, c'est les jeunes. Hein. Oui. Parce qu'ils sont conscients. Oui. Voilà, mais ceux qui manifestent sur Paris ou d'autres villes, etc. J'ai oublié son nom, celle qui est super connue là. Hidalgo. Non. Qui fait quoi, de l'écologie? Ouais. Greta. Ouais. Greta Gambola. Voilà, c'est une jeune, elle est même venue, je crois, en France et tout pour manifester. Ouais, c'est ceux qui manifestent le plus, et justement, c'est la planète, plus tard, ça sera eux qui y vivront. Bien sûr. Donc c'est aussi normal. Les vieux, aujourd'hui... Tout ça, ils disent, c'est foutu. On peut plus rien faire. Foutu pour foutu. Mais ils vont pas avoir l'énergie de faire plus d'actions que les jeunes qui, eux, justement, ils ont plus l'avenir que... L'avenir, c'est surtout eux. Hein. Et c'est vrai que moi, par exemple, quand il a eu cette fameuse super sortie, c'était au mois de septembre et j'étais en formation à distance à la maison. Et du coup, il cherchait des parents accompagnateurs. Au début, je me suis dit, oh non, j'aurais préféré l'amener à une autre sortie quand même, un peu plus fun, plutôt que de ramasser les déchets. Et c'est vrai que j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, pour une fois que je peux l'accompagner, et je me suis dit, au moins, ça lui montre que moi aussi, je m'investis. Et du coup on avait tous des gants, des sacs poubelles, voilà. Et on s'est rendu compte avec les mamans et les papas, il y avait un papa aussi parmi toutes les mamans, et on s'est rendu compte qu'ils étaient à fond. En fait, ils étaient trop contents. Et quand il n'y avait pas de déchets, ils étaient un peu tristes. Et du coup, dès qu'il y avait un coin où il y avait plein de déchets, ils étaient trop contents. Ils sautaient sur les déchets pour être les premiers à les ramasser, à les mettre dans la poubelle. Et à la fin de la journée, les maîtresses et les maîtres étaient là pour peser tous les déchets. Et je ne sais plus combien de kilos on a ramassé. Et tous les ans, ils pèsent tous les déchets pour comparer avec l'année d'avant aussi. Et les petits étaient trop contents de faire ça. Non, d'accord. C'est une bonne activité, du coup, qu'ils offrent aux jeunes, et les échanges aussi qu'il va y avoir aussi avec les parents pour cette sensibilisation. Le RSE et le développement durable, ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ? C'est un peu la même chose, comme c'est pas la même chose. D'accord. En fait, la RSE, c'est par rapport à l'échelle d'une entreprise. Dans la société, en fait, si elle est écolo, sociale, etc. Alors que le développement durable, c'est fixé sur un agenda 2030. Autour, il y a les 17 objectifs du développement durable. Ça va être, par exemple, la santé, l'éducation, l'égalité des gens, etc. Et ça a un impact sur l'humain et mondial aussi. Du coup, le RSE, c'est quoi ? C'est seulement centré sur l'entreprise ? Oui. Alors que le développement durable, quand on en parle à une plus large échelle. Oui, c'est plus sur l'humain. Tu le savais ça, Den ? Oui, je savais, mais elle m'a appris aussi quelque chose. Je vais juste compléter ce qu'elle a dit. Et elle a parlé d'objectifs de développement durable. Et ça, on n'a pas beaucoup conscience de ça. Il faut savoir qu'il y a des personnes, des hommes politiques, en l'occurrence à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui regroupe tous les États. Il y a plus, 180 États quand même. Et ils ont fixé un agenda à 2030 sur justement les objectifs. Il y en a 17. C'est les ODD, les objectifs de développement durable, et dans lequel, effectivement, on va retrouver pas que de l'environnement, on va retrouver de la santé, la sécurité alimentaire, la diversité. Donc il y en a 17 objectifs. Donc typiquement, si je vous dis réduction de la faim dans le monde, ça fait partie des objectifs des ODD en fait. Et ça, je veux dire, effectivement, c'est pas juste une entreprise. Par contre, une entreprise peut être consciente de ces enjeux-là et se dire, ouais, avec nos salariés, on travaille pour atteindre ces objectifs-là. Voilà, c'est ce que je compléterai. D'accord. Très bien dit, Soukena. Alors attention. Pensez-vous que les pays en développement croissant comme l'Inde ou le Brésil, je vais très loin là, en intégrant les ODD dans leur stratégie d'évolution, ne se retrouvent pas contraints d'être retardés dans le développement de leur pays ?
Moi, je dirais que non. Tu dirais que non ? Je vais dire que non. Effectivement, si je prends des cas extrêmes, en Europe, ce sont les pays qui sont avancés, ils ont connu la révolution industrielle, ils polluent depuis des années, on va dire. Je fais schématique. Et qu'on demande aux Africains, bon, c'est pas la peine de faire la révolution industrielle, construisez pas des voitures, faites pas ce que nous on a fait. Les Africains ont dit attendez, vous êtes mignons, pas possible. Donc nous aussi, on a notre droit à construire, à arriver au même niveau que les vôtres. Donc je pense qu'on peut être conscient des enjeux de développement durable et peut-être utiliser d'autres leviers pour atteindre ce que les autres ils ont fait en des années. Je donne un exemple. Avant, on connaissait que le charbon, en fait, c'est-à-dire le pétrole. C'est-à-dire que si on allait dans les usines, on fait de la transformation, on utilise toujours la même chose. C'est pétrole pour faire tourner les machines et pour polluer, quoi, tout simplement, si je résume. Sauf qu'aujourd'hui, on a d'autres leviers, comme par exemple le solaire, l'éolien, qui se développent de plus en plus. Donc je pense que c'est un équilibre. On peut tout à fait, sans renier en fait son développement économique, être conscient de ces enjeux écologiques. Allier l'écologie et l'évolution en même temps. D'accord. Pour revenir du coup, pour reparler du RSE, comment on fait pour sensibiliser tout ce qui est, les collègues, les personnes, surtout lorsqu'à la base on ne l'est pas, puis soudainement ça vient dans une entreprise. Moi je pense que la technique au fond, l'éducation nationale est la bonne, dans le sens où il ne faut pas chercher à convaincre. Parce que quand tu cherches à imposer ton idée, ça ne marche pas. Je pense qu'il faut faire par l'exemple. Le fait d'apprendre à des enfants trier déchets depuis leur 30 d'âge, ça va leur rester. D'ailleurs, le réflexe, c'est l'enfant, quand tu vas y voir, il va te jeter, il va dire « Mais attends, pourquoi tu ne jettes pas la main ?» Il va te reprendre de voler. Parce que pour lui, tu lui as dit que c'était pas possible, donc pour lui, c'est normal que tu le fasses pas. Tu vois. Donc, il faut montrer l'exemple. Donc, de la même manière, dans les entreprises, sans faire le tout un tintamarre en expliquant genre oui, il faut être RSE, il faut être ci. Moi, je pense déjà, il faut que ce soit compatible avec aussi les objectifs et les enjeux de l'entreprise. Une entreprise qui est, par exemple, tournée sur... un exemple, il y a plein d'entreprises maintenant qui se créent sur tout ce qui est traitement des déchets. Il y en a plus en plus aujourd'hui. Même s'il y en avait avant, on n'en parlait pas plus que ça. Cette entreprise-là, qui fait tout ce qui est tri, recyclage des déchets, je pense qu'elle n'a pas besoin d'écrire partout nous sommes écolos, nous sommes... Je pense que les salariés, s'ils viennent dans cette entreprise, déjà ils cherchent du travail, mais ce que je disais tout à l'heure, ils ont besoin aussi de savoir quels sont les enjeux, quels sont les objectifs, et c'est surtout aussi quel sens en fait ils donnent à leur vie. Donc je pense qu'il faut trouver des moyens, des voies très simples pour éduquer les gens. Il ne faut pas chercher à dire ouais on impose, c'est comme ça, nous sommes les meilleurs et c'est ça qu'il faut faire. Si on fait ça, ça ne marche pas. Surtout quand c'est des adultes. Du coup, montrer l'exemple. Ouais, moi je pense. D'accord. Avec de la publicité, des campagnes. Bah, déjà, sans faire de publicité, c'est au niveau, si c'est une entreprise qui fait 10 salariés, ces 10 salariés sont conscients, ils font à leur niveau, quoi. Ça peut être aussi des intervenants qui vont... Oui, ça c'est possible. Mais je pense que déjà, il faut essayer de faire à petite échelle. Et c'est la somme des petites échelles qui va faire qu'à la fin, on a une conscience plus grande. Parce que nous aussi, l'année dernière, on a eu l'ODD des Mureaux, justement, qui nous ont montré un peu comment faire de l'écologie avec rien, avec des petits gestes, des gestes du quotidien à la maison. Et je pense que c'est un bon début. Et en plus envoyer de la documentation à ses collègues, ça peut être un bon début. Et je pense qu'il ne faut pas faire culpabiliser les gens, en fait. Très souvent, c'est qu'on fait culpabiliser les gens en disant tu fais pas, t'es mauvais, t'es nul, tu te rends pas compte, tu pollues la planète, on va tous mourir. Tu dis ça aux gens, ils vont dire ok, d'accord, moi je suis en disant ça, c'est vrai que moi j'ai plus l'impression de temps en temps qu'on me fait culpabiliser sur ce sujet. Du coup, je fais mais je suis quelqu'un de mauvais. Mais c'est vrai que d'une autre manière, c'est aussi très difficile, je trouve, de faire de l'écologie. Des fois, on sait juste pas comment. On essaye de vivre simplement et difficile du coup de répondre à toutes ces règles-là. Mais je vais te donner un exemple, après je te laisse compléter Zoukana ou Aurore. Je pense que pendant le Covid, il y a une prise de conscience en fait, pour beaucoup de monde. Déjà, tout le monde a compris que sa santé est essentielle. En fait, je pense qu'avant, même si les gens ils étaient conscients qu'ils pouvaient mourir à chaque instant,
Et même la vie perso aussi. Et la vie perso, que c'est important. Effectivement, maintenant, on n'est pas prêt à faire tout pour un boulot, pour tout et n'importe quoi. On met des limites, en fait. Et quelque chose que j'ai vu qui n'existait pas trop avant, c'est de dire, ouais, on va soutenir les agriculteurs, aller faire du local, des trucs comme ça. Avant, les gens, ils allaient au supermarché, il ne fallait pas leur expliquer qu'ils pouvaient faire leurs courses dans le petit artisan à côté, quoi. Parce que tout le monde était dans le chemin industriel. Tu veux manger, tu vas chez Carrefour. Tu prends tout, c'est dans un seul endroit, et tu repars chez toi. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une conscience. Les gens disent, non, mais attends, est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pas cher ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce qu'on défend pour la planète ? Donc il y a beaucoup de est-ce qu'on. Donc du coup, les gens, ils changent un peu leur façon de faire à leur échelle. Après, il peut dire, oui, mais c'est parce que j'achète mes kilos de tomates à côté, plutôt que de l'acheter chez Carrefour, qu'est-ce que ça va changer pour la planète ? Bah, c'est sûr, hein, c'est la somme des petits qui va faire qu'à la fin, ça va peut-être changer, quoi. Bah oui. Moi, ça, c'est vrai, je le vois souvent dans les... récemment, depuis même le Covid, je vois souvent des petites entreprises ou des restaurants, justement, qui essaient de faire appel à des produits plus écolos, moins chimiques, on va dire. Comme tu as dit, des entreprises à côté. Alors, je suis un restaurant, je vais aller voir les entreprises à côté qui vont me fournir des produits bio, etc. J'ai l'impression que c'est plus tendance aujourd'hui. Bah, c'est plus que tendance, je pense que ça devient une vraie réalité, parce que la tendance, le risque, c'est que ça change. C'est-à-dire qu'en fait, une tendance, par principe, c'est momentané, en fait. Hein. Ça va durer peut-être quelques mois, quelques années, après on passe à autre chose. Là, aujourd'hui, la différence, pour revenir à un parallèle avec les enfants, c'est que c'est ancré. Un enfant, depuis qu'il a 1 an, 2 ans, il a trié ses déchets, il a mangé bio, il a fait des trucs, il a une conscience écologique. Quand il aura 50 ans, tu ne vas pas lui dire faut qu'il change tout ce qu'il faisait avant, c'est impossible. Non, mais justement, je vois de plus en plus d'entreprises qui se créent. Ils se font ça parce qu'ils ont compris déjà, que la société a évolué, et de 2, ça ramène de l'argent. Parce qu'il faut savoir que les boîtes, elles sont pour donner de l'argent. C'est devenu une économie. En plus, c'est plus cher. Ah ouais, donc c'est un risque. J'ai pas ce qu'on va dire, tout le monde y gagne. Les acheteurs, les consommateurs, comme aussi les producteurs ou les industriels. Mais il ne faut pas faire culpabiliser les gens. Moi, j'ai horreur, comme tout le monde. Hein. Si on te dit, ouais, mais t'es pas bien, c'est pas mal, tu es en train de me saouler, moi je fais ce que je veux déjà. C'est ça le risque en fait. Hein. Quand on parle, on dit on fait culpabiliser les gens et du coup. Et c'est pas le but. Et c'est pas le but. Mais c'est vrai que pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, les intervenants, tout ça, justement, mon fils, après la fameuse après-midi à ramasser les déchets, et un mois après, il y a eu une intervenante, je ne sais plus ce que c'était, mais elle est venue avec une poubelle jaune et une poubelle marron dans la classe, et elle leur a expliqué ce qu'il fallait jeter et dans quelle poubelle jeter, et ils ont passé l'après-midi à apprendre ça, en fait. Et depuis ce jour-là, notre fils, avant de jeter quelque chose où il a un doute, il nous dit c'est dans quelle poubelle déjà Et du coup, il est vachement investi dedans. Elle est plus alerte sur ce genre de choses. C'est ça. Alors que... Et c'est vrai que sans intervention comme ça, peut-être qu'il n'aurait pas appris aussitôt. Et là, en fait, ça les a tellement captivés, cette intervention, dans leur classe, que du coup, maintenant, il est à fond sur le tri des déchets. Ah, c'est pas mal. Oui, c'est bien. De manière générale, le numérique, parce que nous, Insercite, on est dans le numérique, est-ce que ça peut être utile dans la transition écologique ? Oui. Pourquoi oui ? C'est que quelque chose que je vois, et c'est une sacrée différence par rapport à avant. Je m'en souviens, quand je faisais des formations, avant, quand on disait aux personnes, on le fait à distance, ils disaient non, pas possible. Parce que pour eux, le format, on est dans une salle, on fait une formation, autrement, c'est pas une formation. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Quand tu dis aux gens, on fait une formation, on est tous ensemble, ils disent, ah, vous êtes sûr ? Est-ce qu'on peut le faire à distance ? Parce que déjà, on réduit les déplacements. C'est vrai. Le transport, ça veut dire qu'on réduit l'empreinte carbone. Location de salle. C'est un coût. Au-delà même de coût, ça veut dire bâtiment, construire. C'est aussi une empreinte carbone qu'on réduit. Après, c'est pas la solution à tout. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de lien social, il ne faut pas rencontrer les personnes. Donc pour revenir à ta question, je pense que le numérique, c'est un vrai levier pour faciliter non seulement la communication, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça permet de casser les barrières. Parce qu'on peut être en France, faire des formations à des gens qui sont aux États-Unis, en Amérique, et réciproquement.
ce qu'on faisait, enfin ce qui est difficile de faire, parce que typiquement si tu devais faire un séminaire qui a lieu à Paris, les gens qui sont au Sénégal, ils sont exclus. Ouais. Aujourd'hui, on peut le faire sous forme de webinaires, des conférences en ligne, aussi bien physiques ou digitales, qu'il y a des personnes qui sont à l'extérieur et ils peuvent aussi en bénéficier, quoi. Donc, déjà, on réduit le déplacement, qu'il soit train, voiture, avion. Il y a de plus en plus de sociétés aujourd'hui, maintenant, avant de prendre un avion, ils se posent la question, est-ce que c'est utile? Avant, on ne se posait pas la question, c'est utile? C'est normal. Il faut prendre l'avion, il faut y aller à La Réunion. On ne se posait pas cette question, c'était devenu en automatique, en fait. Donc oui, ça, pour moi, c'est vraiment un moyen de préserver la planète, mais c'est surtout aussi, ça permet de réduire les fractures. Alors, ça peut les accélérer aussi, parce que malheureusement, tout le monde n'a pas accès au numérique, parce que tout le monde n'a pas un ordinateur, tout le monde n'est pas alerte sur tout ce qui est Internet. On en revient assez souvent. Mais je pense que c'est en accompagnant, c'est comme des structures comme Insercit, ça permet aussi d'aider des personnes à se reconvertir via le numérique. À saisir des opportunités d'emploi et à faire autre chose qu'ils n'auraient peut-être pas imaginé. Je ne sais pas si vous souhaitez compléter, mais en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Mais oui, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça au moment où il a posé la question, mais du coup, non, c'est vrai que tout est vrai. Enfin, je suis d'accord. Oui, forcément, c'est pas faux. Mais oui, non, mais c'est vrai que je suis d'accord. Non, comme il a dit, après, même pour la formation, on peut même s'enregistrer des vidéos pour former les gens. Et plutôt que, comme tu as dit, faire venir des personnes, ils peuvent juste regarder des vidéos de chez eux, s'auto-former. Avec le numérique aujourd'hui, on a plein d'outils qui nous permettent d'éviter de nous rendre à des endroits. Moi, justement, j'ai fait ma formation à distance. Et en fait, 100% à distance. Et les cours... du coup, il y avait le texte, mais avant le texte, il y avait une vidéo d'un formateur qui expliquait tout le paragraphe du cours. Donc, je trouvais ça quand même sympa d'avoir et la vidéo et le texte aussi, parce que s'il y avait eu que du texte, ça aurait été un peu barbant au bout d'un moment. Mais là, la vidéo, au moins... Et c'était une plateforme accessible 24/24, 7 jours sur 7. Donc voilà, on peut s'organiser comme on veut et accessible à tous du coup, que ce soit à l'étranger ou en France. Et oui, c'est quand même pratique ce genre de formation. Moi, ça me fait rebondir sur une question. Est-ce que l'écologie et le numérique, c'est compatible? Oui. Oui. Du coup, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, non? Oui, ça nous fait... faire certaines économies carbone, moins de consommation carbone, ce genre de choses. Mais tout ce qui est numérique, les outils du numérique, il faut les construire. Oui, et c'est vrai que l'envoi de mails, tout ça, ça peut être aussi un peu polluant d'un autre côté. Donc il y a du pour et il y a du contre, je pense. Ouais, mais justement, c'est ça ma question. Est-ce que du coup, pour être entre guillemets écolo, il faut se passer d'outils numériques ou au contraire, il faut savoir les utiliser, mais à bon escient. À bon escient. Oui, je pense qu'il faut savoir les utiliser à bon escient, il ne faut pas trop en abuser. Au lieu d'envoyer 10 000 mails à son collègue à 3 bureaux, à côté, c'est bien de se déplacer dans le bureau du collègue directement et de poser la question. Voilà, un exemple. Ouais, parce que envoyer des mails, c'est envoyer des fichiers dans un serveur. Les serveurs, ça réchauffe des pièces. Plusieurs serveurs, ça réchauffe une ville. Et ainsi de suite, ça réchauffe la planète. Ou est-ce que je suis trop extrême? Non? Après, je pense que c'est bien de raisonner comme ça. Et c'est justement en raisonnant comme ça qu'on fait plus attention aux choses. Parce que si on ne raisonne pas jusqu'au bout, on prête moins attention au premier palier, du premier palier jusqu'au dernier palier. Si on ne pense pas au dernier palier, on ne va pas faire attention au premier palier, on va dire. Donc non, je pense que c'est quand même bien de raisonner comme ça. Moi, je pense que les deux sont liés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est l'année dernière, pendant la crise énergétique, là, donc suite à l'envahissement à l'Ukraine, on disait, pendant l'hiver, on va manquer d'électricité, de gaz. On commençait à flipper, on disait, les centrales... c'est vrai. C'est un truc, et un terme qui était venu à la mode, c'est sobriété.
sobriété énergétique, on nous expliquait des spots de publicité, éteignez la lumière, Oui. Enfin des trucs basiques quoi. On avait acheté plein de bougies du coup en prévention. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, les gens ils ont pris conscience par le portefeuille parce que l'énergie coûtait très cher et qu'à un moment donné on ne pouvait pas payer très très cher, donc à un moment donné il faut être un peu plus sobre. Et l'être humain il est basique. Hein. Quand il est basique, c'est qu'il n'aime pas se fatiguer, déjà d'une. Et c'est surtout aussi, si tu veux vraiment le motiver, il faut toucher son portefeuille. Ouais. Ouais, c'est vrai. À un moment donné, c'est très cher. On leur a dit, bah les gars, éteignez la lumière. Vous avez des ordinateurs à la maison. Quand vous allez vous coucher, éteignez-les. Mettez pas en veille. Faites ci, faites ça. Vous avez des trucs tout bêtes. Les gens vivent. Chauffez pas plus de 19. Voilà. Voilà. Et on voit bien que les gens, ils ont réussi, non? Ah bah oui. Voilà. Tout le monde a réussi à le faire et c'était pas la révolution. Personne n'est sorti dans la rue en disant mais c'est inadmissible que vous nous demandez, c'est pas possible, on n'arrivera pas à le faire. Les gens ils se disent bah oui mais c'est normal ça, attendez, moi ça fait déjà... Il y en a pour certains ils le faisaient tout le temps, sauf qu'aujourd'hui c'est devenu une prise de conscience collective. On parle de sobriété énergétique. C'est quand même fort. Et pour revenir à la question du parleur de numérique, on dit les mails, il faut éteindre votre ordi, il faut faire ci, il faut faire ça. Je dis ouais, ok d'accord, bah oui il faut faire. Après, c'est des... Comme avec ton enfant, c'est des habitudes à prendre, une prise de conscience. Et on l'a tous fait. Hein. Oui, bah, tout ce qui est aussi économie d'eau, d'électricité, c'est vrai que... De chauffage. Nous, on fait toujours attention à ce que les enfants, ils aient éteint la lumière de leur chambre s'ils descendent, ou pas faire couler l'eau sous la douche pendant 15 plombes. Voilà, on essaye de faire attention à tout ça. C'est les gestes du quotidien et on voit bien que c'est compatible. Hein. En fait, souvent, on fait une confrontation entre écologie et économie. Ouais. Bon, les deux sont liés. Hein. On peut tout à fait être écologique et économe. Ah bah oui. Non, pour moi, ça va de pair. Est-ce que vous auriez, chacun, je vais vous demander, un dernier conseil concernant l'écologie? Si vous devez en donner un, ce serait quoi? Trier ses déchets, déjà. Merci beaucoup. Ouais, c'est une bonne... Ne plus jeter les papiers par terre dans la rue aussi. Ouais. Pour aller dans ce sens, moi je dirais que ceux qui jettent leur mégot, là, ils se rendent pas compte en fait de ce qu'ils font à la planète. Hein. Ils disent ouais mais tu te rends... j'ai jeté qu'un mégot, je vais pas changer. Bah oui mais sauf que le mégot il met des siècles avant de pouvoir se désintégrer, je crois. Autre chose que je vois, parce que je suis originaire du Sénégal, je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux enfants, ça y vient, mais c'est pas encore de manière globale. Oui. Typiquement, ce que je vois dans la rue, ça doit dépendre des villes aussi. Il y a plein de déchets plastiques. Oui. J'en vois beaucoup trop. Et pour dire qu'il n'y a même pas cet été, quand j'y étais, avant j'ai essayé, c'est pour dire que c'est pas facile. À chaque fois que j'avais quelque chose dans la main, je cherchais une poubelle. Et je disais, je veux pas le... Après, j'ai vu que tout le monde s'en foutait. Et à un moment donné, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon papier et j'ai jeté. Et après, mon frère, il m'a dit, mais c'est pas toi qui le disais. Donc, pour dire qu'en fait, que c'est des choses qui sont simples, mais ne sont pas toujours faciles en fonction du contexte et surtout de l'environnement où on est. Mais on est tous liés, parce qu'en fait, le bout de plastique là, qu'on jette en Afrique, il va se retrouver peut-être dans la mer. Après, c'est les poissons qui vont le bouffer. C'est ça. Et nous, après, on mange le poisson. Donc, en fait, on est une chaîne alimentaire, on ne se rend pas compte que juste un détail fait qu'en fait, nous sommes tous connectés. Il y a des gens qui sont plus malades, on se demande pourquoi. Ouais. Et quand tu regardes, tu dis, il y a des microfibres, les poissons, ils mangent du plastique. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, un jour, par exemple, j'étais à Paris et j'étais aux Champs-Élysées et je voulais jeter un papier. J'ai jamais pu le jeter parce que j'ai pas trouvé de poubelle sur les Champs-Élysées. Quoi. Et je me suis dit, non mais c'est quand même fou en fait. Ou alors, je voyais pas clair ce jour-là, hein, je sais pas. Mais je me suis dit, c'est quand même fou de pas trouver de poubelle sur les Champs-Élysées. Enfin, j'étais sur un côté de l'avenue. Mais je me suis dit, non mais j'ai marché 10 minutes, j'ai pas vu une poubelle. Enfin, va pas au Japon, t'en trouveras pas. C'est vrai. Ils ont enlevé toutes les poubelles des rues. Mais comment ils font alors? Il faut trouver les endroits où tu peux avoir des poubelles. Mais pourtant, sinon, je croyais que c'était le Japon. Ils sont très propres. Hein. Ils sont très propres. Mais oui, c'est pour ça que ça m'étonne, parce qu'ils sont très propres, très soigneux, minutieux. Je sais pas comment ils font non plus, mais ils sont très propres. Mais du coup, Alors, ça m'étonne du Japon. Si je dis pas de bêtises, hein, parce que j'ai vu cette info il y a pas si longtemps, j'avais vu qu'il y avait, je sais plus, une trentaine d'années, il y avait eu une alerte à la bombe, je crois, à cause d'une secte.
Et justement, comme ils utilisaient les poubelles, et à cause de cette histoire-là, bon, il faudrait vraiment se renseigner pour connaître les détails. Mais à cause Ils auraient retiré les poubelles. Ils ont retiré toutes les poubelles. Pour les alertes. Voilà. Du coup, trouver des poubelles au Japon, c'est très difficile. Mais ce qui est différent entre, par exemple, les Japonais et les Français, ils sont beaucoup plus respectueux des règles. Oui, c'est vrai. On le voit, par exemple, dans les transports, on va pas changer de sujet, mais ils font la queue, il n'y a personne qui bouscule. Si t'es en France, c'est pas trop ça, quoi. Là-bas, ils ont plus une pensée... pas du tout le même, quoi. Ils ont une pensée de groupe, je dirais. De groupe et de respect des règles. On a dit c'est ça, tout le monde fait ça. Hein. Mais ils pensent pour les autres. Alors qu'en France, quand tu es dans le métro, tu penses que pour toi. Il y a plus de bienveillance là-bas. Ouais, c'est une histoire d'éducation. Oui, c'est vrai. Que depuis leur temps d'enfance, on leur a expliqué que c'est comme ça, c'est ça les règles, tout le monde le fait comme ça. Ouais, peut-être. Après, pour moi, tu vois, comme ce que tu disais vis-à-vis du Sénégal, etc., pour moi, c'est une influence de groupe. Tu vois, si tu vois un groupe, c'est triste, hein, mais si tu vois un groupe qui fait une bêtise, bon, la bêtise, t'as tendance à le faire. Tu vois, si tu vois que tout le monde jette par terre, bah, tu vas jeter par terre. Là-bas, c'est de voir comme tout le monde se tient droit, tout le monde se tient droit. Et même quand toi, t'es pas japonais, tu arrives là-bas, t'es obligé de faire pareil. Tu fais pareil. Tu vois, c'est influence de groupe. C'est vrai. Tu connais un dernier conseil? Je rejoins ce que Aurore et Dem ont dit tout à l'heure aussi. Éteignez les ordinateurs quand il est 17h30. Moi, je dirais même plus loin, enlever les prises. Voilà, oui, aussi. Et l'interrupteur. Oui, voilà, l'interrupteur surtout. Des multiprises, ouais. Ouais. Très bien. Eh bien, merci encore à tous d'être là aujourd'hui pour échanger à travers ces divers sujets. Merci beaucoup. Et retrouvez-nous sur d'autres podcasts bientôt. On parlera d'autres sujets aussi croustillants que l'écologie. À bientôt, au revoir. Au revoir. À bientôt.